Bonjour à tous, nous vous emmenons aujourd'hui en Dordogne, dans le Périgord blanc. Plus précisément dans la petite ville de Château-l'Évêque, dans une ancienne forteresse médiévale du XIIIe siècle qui fut transformée au XVe siècle en demeure pour les évêques de Périgueux. Pour nous guider, nous avons rendez-vous avec l'actuel propriétaire, Gérard de Colombière. Bonjour Gérard. Bonjour Marguerite. Vous allez bien? Très bien, heureux de vous accueillir Merci beaucoup. dans cette vieille maison. Je vous fais la bise. Avec plaisir. Voilà donc la façade sud de Château-l'Évêque, dont la partie centrale a été reconstruite au XVe et XVIe siècle. Les parties tout à fait extrêmes datent du XIVe. Au dernier niveau, la cheminée est ornée d'une très belle frise gothique flamboyant, sculptée dans la pierre. Il y a un pan sur la girouette. Il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, c'était la grande mode, les pans dans toutes ces belles demeures. Vraisemblablement, de nombreux agrémentaient le jardin. Alors j'espère un jour pouvoir en accueillir à nouveau. Et moi j'espère en voir ici. Je recherchais une propriété qui ait une histoire, qui soit d'une construction suffisamment ancienne pour avoir une histoire, offrir une histoire assez longue. J'étais sur cette propriété, je m'y intéressais depuis 5 ans je crois. Les circonstances au départ n'étaient pas favorables pour que je puisse l'acheter, des questions de prix, de disponibilité de ma part. Et puis, finalement, les choses ont évolué. En fait, je crois que c'est peut-être le château qui m'a choisi plutôt que moi qui ai choisi le château. Malgré le nombre de choses à remettre en état, de restauration, de complications de vie que cela pouvait représenter, parce que je percevais tout cela, je sentais qu'il fallait que je donne suite. Mais ça, il est évident que je me sentais poussé par, j'en ai déjà parlé à certaines personnes, je me sentais poussé comme par une force invisible qui me disait vas-y, c'est là, il faut que tu aboutisses pour cette propriété. Dans une demeure comme cela, on ressent on ressent une atmosphère particulière, on ressent une âme, on peut le dire. C'est vraiment indéfinissable, mais peut-être est-ce parce que dans chaque pièce, on se sent bien accueilli. Il n'y a pas d'endroit angoissant. Les extérieurs sont peut-être encore plus révélateur à la faveur des arbres séculaires, de cette végétation qui est aussi très accueillante. Donc c'est un tout. C'est un tout et il est vrai que il y a quelque chose de fascinant
Alors il y a quelque chose de fascinant qui porte au rêve, mais moi, en tant que propriétaire, je suis le seul à ne pas pouvoir rêver. Tous ceux qui viennent ici peuvent rêver, mais moi j'ai des obligations qui me contraignent dans des réalités, mais le fait est que c'est un lieu qui porte au rêve, et définir son âme, on la ressent, mais elle est imperceptible. Et puis le parc aussi, le parc offre un tel intérêt de sérénité, un tel bonheur de sérénité. C'est un endroit qui dégage vraiment quelque chose d'assez intéressant sur le plan spirituel. C'est la mort de Pierre Fournier, évêque de Périgueux, qui fut étranglé par ses domestiques le 14 juillet 1575, alors qu'il pensait venir se mettre en sûreté au château. Il était sur Périgueux, il était inquiet depuis le matin et il est venu ici croyant qu'il allait être en sûreté. Et finalement, c'était le rendez-vous de Samarcande. À l'instant où il est arrivé devant la porte, il a été rattrapé par ses domestiques qui l'ont étranglé. À l'endroit juste devant la porte qui ouvrait dans le vide, mais qui communiquait avec le pont-levis du donjon, puisqu'il y avait un donjon juste en face, et qu'ils l'ont dévalisé ensuite et qui sont partis, dit-on, avec le trésor du château. Et ils sont partis en Auvergne, dans leur pays. On ne les a, semble-t-il, jamais retrouvés officiellement. Cet évêque avait un caractère redoutable. Il paraît qu'il se disputait même avec ses meilleurs amis. Alors je pense que sa disparition a convenu à bien des personnes. Donc ça, effectivement, c'est un des faits marquants, historiques, du château. Enchantée Marie-France Brunel de venir nous voir à Château-l'Évêque. Vous êtes guide conférencière pour l'Office du tourisme du Grand Périgueux. Vous allez pouvoir nous raconter à travers vos mots et à travers vous, tout simplement, l'histoire de la Dordogne, pour atterrir sur ce trésor que cache la Dordogne aussi, qui est Château-l'Évêque, qui est assez méconnu, mais qui gagne vraiment à être connu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Dordogne en règle générale ? Alors la Dordogne, qui en fait correspond à l'ancien Périgord, est vraiment un livre ouvert. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert avec une histoire qui est très très riche, qui débute à l'époque préhistorique. Et en fait, le Périgord retrace toute cette vie humaine de l'époque préhistorique jusqu'à aujourd'hui. Préhistorique, puisque pas loin on a les grottes de Lascaux. Voilà. Puisqu'il y a très peu de temps, eh bien, Lascaux 4 a ouvert ses portes à Montignac. Vraiment, en Dordogne, il y a énormément de choses à voir. Déjà, c'est coupé en secteurs. Vous avez le Périgord vert, le Périgord noir, vous avez toutes les parties de la Dordogne. Oui, nous sommes divisés en 4 Périgords. Nous sommes ici dans le Périgord blanc, la partie centrale qui correspond à la pierre calcaire qui est présente sur ce territoire. Un petit peu plus au nord, nous avons Brantôme, le Périgord vert, Brantôme étant appelé la Venise du Périgord. Et puis vers le sud, il y a Sarlat, le Périgord noir, avec ce calcaire beaucoup plus ocre et ses toitures complètement différentes. Et puis on a aussi, bien évidemment, parce que le Périgord c'est la gastronomie, on a le Périgord pourpre dans la région de Bergerac avec les vins blancs et les vins rouges de cette région.
Alors, l'histoire de Château-l'Évêque est en lien avec Périgueux, puisqu'en fait, nous sommes à quelques kilomètres de Périgueux. Et nous sommes à l'époque médiévale dans une période troublée, hein, le Périgord étant la région frontière entre les possessions françaises et anglaises. Et c'est la raison pour laquelle aussi on retrouve tout ce patrimoine, et notamment beaucoup de châteaux médiévaux qui étaient là pour la défense du Périgord. Et Château-l'Évêque peut se rattacher à cette histoire, même si effectivement par la suite c'est devenu un château qui était la résidence des évêques de Périgueux. Mais on retrouve justement des emblèmes épiscopales dans les murs. Mais pourquoi les évêques ont choisi Château-l'Évêque pour se Alors les s'imposer. grandes familles étaient toujours installées dans la ville de Périgueux, hein, qui était le chef-lieu, mais elles avaient toujours des demeures à la campagne, hein, c'est-à-dire que des domaines, j'ai envie de dire, l'hiver en ville et puis l'été à la campagne. On le retrouve dans toutes les grandes familles périgourdines, ce qui explique aussi tous ces repères nobles, ces petits châteaux que l'on peut avoir autour de Périgueux. Les premiers plans, le château tel qu'on le visualise aujourd'hui, il était déjà à l'époque au temps des évêques aussi grand Alors je laisserai Gérard en parler, mais effectivement il a subi de nombreuses modifications. On voit son côté un peu médiéval avec le chemin de ronde posé sur machicoulis. Là on est vraiment dans les éléments défensifs. Après on a la tour qui renferme l'escalier en vis. On a une très belle porte de la fin du XVe siècle, ce qu'on appelle le gothique tardif. Et puis on a ce jeu des toitures qui est vraiment tout à fait intéressant. Ce château médiéval qui se transforme, hein, puisque à la fin de la guerre de 100 ans, on a envie d'avoir un château beaucoup plus moderne, beaucoup plus confortable, et on a envie que l'air et la lumière puissent rentrer dans ces grandes demeures. J'ai repris le château en 2016. Je l'ouvre maintenant au public, car c'est un lieu qui, d'une certaine manière, appartient, comme je dis toujours, à tous les Périgourdins, puisque c'était le siège de l'évêché. Donc, logiquement, ils avaient tous quelque chose à voir avec l'évêché, dans la mesure où ils étaient affiliés à la religion catholique. D'ailleurs, toutes les personnes de la région qui viennent visiter sont très heureuses de découvrir ce bâtiment. Ils repartent tous joyeux. Et alors aussi, donc en dehors des visites, je souhaite, ma volonté, c'est de créer un maximum de possibilités pour accueillir des événements, parce que tous ces événements génèrent aussi des revenus qui permettront de restaurer le château, puisque c'est le but. Comme les chambres d'hôtes que je vais progressivement recréer, c'est dans le but de remettre le château dans un état meilleur que celui dans lequel il se trouve et dans lequel je l'ai pris. Et vous voulez même le restaurer à l'identique, par exemple la tour, il y a une des tours que vous voulez refaire comme à l'identique. Il y a une tour, oui, à laquelle j'aimerais redonner sa toiture. Bon, ça c'est évident. Oui, de toute manière, si je restaure quelque chose, bon, ce sera avec l'accord des Bâtiments de France, mais ce ne sera qu'à l'identique, parce que je ne veux pas entreprendre une restauration, quelque chose qui ne corresponde pas à l'idée de l'époque. Il faut lui conserver son âme. Dans l'ensemble, il n'est pas trop abîmé. Bon, certains m'ont dit il a été très abîmé. Ça dépend comment on le regarde, mais comparativement à d'autres,
Et puis il est dans l'ensemble en bon état. Vous, pour en avoir vu d'autres châteaux dans la région, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard qu'il est encore en bon état quand même relativement? Il est en très bon état, effectivement. On retrouve cette architecture Renaissance. Alors après, vous le verrez peut-être plus tard, mais il y a quand même un très très bel escalier, un décor Renaissance, puisque oui. on l'oublie souvent, mais Périgueux a été un foyer artistique à la Renaissance. Et effectivement, les évêques voyageant énormément, parce que souvent on a tendance à penser que ces personnes ne partaient pas. C'est une grave erreur. Donc il y avait énormément de voyages de la part de ces grands seigneurs. Et effectivement, ils ont vu toute une architecture qu'ils ont voulu avoir dans leur château. Donc effectivement, quand on voit cette belle architecture, on ne peut bien évidemment que s'émerveiller de ces travaux qui ont pu être faits. Effectivement, il est quand même en très bon état. Et effectivement, leur référence était souvent, je dirais, essentiellement italienne et florentine même, puisqu'ils allaient naturellement à Rome de par leur fonction, et Florence étant un foyer culturel qui nous a civilisés en quelque sorte en France à cette époque-là, ils furent parmi les premiers à importer des artistes, et les quelques éléments de décor qui subsistent ou qui ont été restaurés trouvent leur référence dans l'art florentin, incontestablement. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans l'architecture, c'est de voir effectivement cette influence italienne, mais qui arrive en France sur une structure qui est complètement gothique. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait ces toitures, parce que la Renaissance en Italie, vous avez des toits plats, alors que nous, on est ici en France avec ces grands toits qui montrent justement la verticalité. C'est ce qu'on aimait en France. Et Château-l'Évêque est tout à fait représentatif de ce courant de la fin du XVe, début XVIe, où on assiste justement à la transformation de ces châteaux médiévaux en demeures de plaisance, avec cette nouvelle architecture et tout ce vocabulaire qui arrive par le biais de l'Italie. Mais quand on regarde la porte, on voit bien ces traditions gothiques, avec ces moulures en arc, en accolade, ces pinacles qui font référence à l'architecture religieuse. Donc il y a vraiment un mélange tout à fait intéressant qu'on retrouve ici à Château-l'Évêque. Vous avez Château-l'Évêque donc avec l'église qui est rattachée, qui n'est pas complètement sur le domaine, mais qui est vraiment liée au domaine, qui a une très très grande partie de Château-l'Évêque, et après vous avez toutes les petites maisons des habitants qui sont autour. La ville s'est construite après autour du château ou ça a été l'inverse? Alors la ville s'est construite autour du château, comme c'était le plus souvent réalisé à cette époque-là, c'est-à-dire que le château permettait de protéger toute une population. Effectivement, on a très peu d'éléments médiévaux, puisque la plupart des édifices que l'on a maintenant à Château-l'Évêque sont du 19e siècle, et même l'église a été très très restaurée au 19e siècle. Elle a été construite au 19e, en 1831, quand la commune de Château-l'Évêque fut créée, puisque le château, c'est aussi une curiosité qui est intéressante à citer, ce château c'est toujours nommé Château-l'Évêque, sous-entendu château de l'évêque, où paraît-il aussi les villageois des environs, les gens de la campagne disaient, quand l'évêque était ici, l'évêque est, ou plutôt il est en son château l'évêque. Voilà ce qu'il disait également. Donc ça a donné le nom, parce que le château était construit sur le territoire de Prayssac, et s'il s'était agi d'une seigneurie laïque, il se serait tout simplement nommé Château de Prayssac. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Château-l'Évêque
n'a d'existence que depuis le début du 19e siècle. Au départ, c'est Pressac d'Agona, qui est un village pas très loin d'ici, qui en fait était la commune, la partie la plus importante. Mais effectivement, Château-l'Évêque n'a d'existence, on va dire, administrative qu'à partir du début du 19e siècle. Et alors, malheureusement, à cette époque, la chapelle du XVIe siècle s'est trouvée annexée à l'église. Et malheureusement, là, le château n'a plus de chapelle. Il faudrait refaire quelque chose pour ça, parce qu'un château comme celui-ci doit avoir obligatoirement une chapelle. Mais elle s'est trouvée annexée quand on a construit l'église. Et c'est dans cette chapelle, donc maintenant dans l'église, que Saint Vincent de Paul a été ordonné prêtre. C'est le grand personnage de l'histoire, dont d'ailleurs j'ai un portrait ici. J'ai un très joli portrait d'une école française du XVIIe siècle, que j'ai eu la chance d'acquérir juste avant de m'installer dans les murs. J'ai eu la chance de l'avoir parce que c'est bien de pouvoir le présenter aux visiteurs. Et puis c'est un personnage qui a marqué ce château de son histoire. Nous n'avons plus de portraits d'évêques, ils ont tous disparu aussi. La même chose, ça c'est la Révolution, puisque tout a été pillé à l'évêché, partout, les archives, tout a disparu. Alors, donc il faut reconstituer maintenant, recréer, avec un peu de chance et de providence. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ces reportages, c'est aussi pour permettre de retracer cette histoire qui est oubliée ou qui a été perdue ou sauvagement détruite. Parce qu'on est comme ça. Je vous remercie énormément, Gérard. Merci Marie-France de nous avoir conté tout ce que vous nous avez appris là. Je suis sûre que les gens qui vont entendre ça vont ressentir la même émotion, c'est-à-dire remettre l'humain, raconter l'histoire des choses, redonner vie, et la vie passée en fait à un élément qu'on ne trouve qu'être une demeure pour certains. Mais non, il y a bien une histoire, un passé, un vécu, qui va donner aussi un avenir à ces murs et à la Dordogne, puisqu'il continue d'évoluer. Et c'est vrai que la démarche de Gérard de Colombières est vraiment très intéressante, puisqu'en fait, faire vivre le patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et par tous ces événements, il ne faut pas que le patrimoine soit statique, il faut vraiment qu'il soit vivant et qui nous raconte une histoire.